Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question vraiment persistante. Pourquoi est-ce que tant de conflits semblent s'éterniser en Afrique? On entend souvent parler, des ressources, de la politique récente, mais si le vrai problème était en fait bien plus ancien, bien plus profond. C'est exactement ça. Les analyses qu'on va explorer aujourd'hui, elles suggèrent vraiment une chose. Pour bien comprendre les crises actuelles, il faut souvent remonter. Remonter aux dynamiques historiques, oui, aux lignes de fracture ethnique, aux réalités géographiques, des choses qui existaient parfois bien avant la colonisation ou même les indépendances. C'est une lecture qui va, disons, au-delà de l'écume des jours, quoi. D'accord. Notre objectif aujourd'hui, c'est donc d'essayer d'extraire de tout ça quelques clés pour saisir la nature profonde, parfois un peu méconnue, de certains conflits africains, essayer de dépasser les explications de surface. Alors, allons-y. On pourrait peut-être commencer par une zone dont on parle beaucoup en ce moment, malheureusement pour son instabilité, le Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger. L'actualité, elle est dominée par les groupes djihadistes, mais est-ce que c'est vraiment là que tout commence et que tout finit? Non, justement, c'est là qu'une lecture historique est vraiment cruciale. Les sources insistent là-dessus. L'islamisme radical, souvent, ce n'est qu'un habillage. Une sorte de, de vêtement idéologique récent ou une surinfection, quelque chose qui vient se greffer sur une plaie beaucoup plus ancienne. Ah oui. Et de l'autre, les populations sédentaires noires du Sud. Donc, si je comprends bien, enfin, ce que vous voulez dire, c'est que les frontières qu'on a héritées de la colonisation, elles ont en quelque sorte mis un couvercle sur cette marmite bouillante? Exactement, c'est une bonne image. Ces frontières, elles ont regroupé, un peu de force, des peuples qui avaient des histoires, des intérêts divergents, tout en coupant nos passages, des routes commerciales ou des voies de transhumance traditionnelles. Donc elles ont figé des tensions, mais sans jamais les résoudre. D'accord. Si vous ajoutez à ça la démographie qui explose au sud, qui modifie les équilibres, vous avez un terreau vraiment propice à l'explosion. Alors, se focaliser uniquement sur le djihadisme, c'est prendre le risque de ne traiter qu'un symptôme, finalement, en ignorant la maladie profonde. Le point clé ici, si je tente de résumer, c'est que le conflit actuel serait donc plus proche d'une vieille blessure qui se rouvre violemment, plutôt qu'une pathologie complètement nouvelle apparue avec l'islamisme radical, c'est ça? Excellente manière de le voir, oui. Cette grille de lecture historique, elle est vraiment essentielle. Hmm. Et cette idée de dynamique profonde, presque, oui, parce que géologique, qu'on observe au Sahel, est-ce qu'on retrouve des schémas un peu comparables ailleurs? Je pense par exemple à la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire après la disparition d'Houphouët-Boigny. Tout à fait. La Côte d'Ivoire, c'est un autre cas d'école, vraiment. La longue période de stabilité sous Houphouët-Boigny, elle reposait sur un équilibre politique, économique, mais qui masquait ce qu'on pourrait appeler une tectonique ethnique assez complexe. Imaginez un peu des plaques souterraines définies par les grands groupes, les Baoulés en centre, les groupes du nord, les Krus et Bété à l'ouest, les populations lagunaires au sud. D'accord. Et ces plaques, elles étaient maintenues en place par le système politique d'Houphouët. Et donc, quand le père de la nation disparaît, cet équilibre se rompt et les plaques se mettent à bouger, c'est ça? Précisément. Les anciennes lignes de fracture, les rivalités pour l'accès à la terre, au pouvoir, qui étaient masquées pendant des décennies, elles sont réapparues brutalement. La lutte pour la succession, les débats enflammés sur l'ivoirité, tout ça a réactivé ces tensions profondes. Et ça a mené au chaos politique et militaire des années 90 et 2000. Encore une fois, réduire la crise ivoirienne à une simple lutte de pouvoir post-Houphouët, sans voir cette dimension historique, ce serait passer à côté de l'essentiel. Oui, je vois. Ça nous amène à une autre idée, une idée très répandue d'ailleurs, souvent présentée comme l'explication numéro 1, celle des guerres africaines menées juste pour le contrôle des ressources. Les fameux diamants de sang, le coltan, le pétrole. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Mais c'est souvent une simplification, voire même parfois une inversion de la causalité. Bien sûr, les ressources jouent un rôle, évidemment, mais rarement comme cause première. Dans beaucoup de cas étudiés, on peut penser à la Sierra Leone, au Libéria, ou aux conflits qui n'en finissent pas au Kivu, en RDC. Les analyses montrent que les racines du conflit sont d'abord ailleurs. Elles sont historiques, ethniques, foncières, politiques. Et les ressources naturelles, elles deviennent ensuite le nerf de la guerre, le moyen pour les différentes factions de financer leur lutte, de s'enrichir et de faire durer le conflit.
Ah, d'accord. Mais elles sont plus souvent le carburant que l'étincelle initiale, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, le carburant plutôt que l'étincelle. C'est une bonne distinction. Et il y a aussi cette notion d'ethnomathématique que certaines analyses soulèvent. De quoi s'agit-il exactement? Alors ça, l'ethnomathématique, c'est un concept qui pointe un défi majeur pour les démocraties naissantes dans des pays où cohabitent de nombreuses ethnies. Ça repose sur une idée assez simple, en fait. Dans un système électoral basé sur le principe un homme, une voix, eh bien le pouvoir politique risque d'aller mathématiquement et de façon durable au groupe ethnique le plus nombreux. Logique, oui. Logique, mais ça peut être vécu comme une menace existentielle par les groupes minoritaires, que ce soit historiquement ou politiquement. Et ces groupes minoritaires peuvent alors être tentés soit de rejeter le jeu démocratique, soit carrément par la violence pour préserver leurs intérêts ou même leur simple existence politique. C'est un vrai casse-tête pour construire des États-nations stables et inclusifs. C'est un défi énorme, effectivement. Bon, alors, pour résumer un peu notre exploration d'aujourd'hui, le message principal qui ressort, c'est que derrière l'actualité brûlante des crises africaines, qu'il s'agisse de terrorisme, de lutte politique, de violences armées, il y a très souvent des couches d'histoire, des dynamiques sociales, ethniques, profondes et complexes. Et les ignorer, finalement, c'est se condamner à des analyses superficielles, non simples. Absolument. Comprendre ces strates profondes, cette longue durée, comme disent les historiens, c'est fondamental. Ça ne rend pas les solutions plus faciles à trouver, loin de là, parce qu'on touche à des identités, à des mémoires, à des blessures très anciennes. Mais au moins, ça permet d'éviter les diagnostics erronés, et ça évite aussi les interventions extérieures qui seraient basées sur des modèles importés qui ne collent pas aux réalités locales et qui peuvent même parfois se révéler contre-productives. Hmm. Et ça nous laisse peut-être avec une interrogation pour continuer à réfléchir. Si on acceptait vraiment de regarder en face ces racines complexes, parfois millénaires, propres à chaque contexte local, comment est-ce que ça pourrait ou comment est-ce que ça devrait transformer radicalement notre approche? Notre approche de la résolution des conflits, de la construction de la paix, de la stabilité sur le continent, aller bien au-delà des schémas habituels, souvent axés sur le court terme, l'économique ou le sécuritaire pur. Voilà, c'est une piste de réflexion. Merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse.